Neurotransmetteurs, hormones et comportements, voilà le sujet qui va être question dans le cadre de cet enregistrement audio. Je l'ai choisi parce que j'avais envie d'accroître mes connaissances là, en matière de neurosciences et du fonctionnement de certains neurotransmetteurs qui vont avoir un très grand impact là, sur les comportements là, qu'on peut avoir. Et dans un esprit de partage par rapport à certaines informations que j'ai recueillies au fil des derniers jours, parce que j'ai lu plusieurs articles en relation avec tout ce qui est le volet chimie du cerveau, les différents neurotransmetteurs qu'on peut voir en activité dans le cerveau, et ainsi de suite. J'ai eu le goût de faire cet enregistrement audio, donc c'est un enregistrement aujourd'hui où ce que je vous partage carrément là, des études à caractère intellectuel que je fais là, par rapport au cerveau. Et comme j'ai un intérêt pour comprendre un peu plus d'une manière détaillée le fonctionnement du cerveau, eh bien, je me suis lancé donc dans la lecture d'articles par rapport à ça, bon, pour mieux comprendre qu'est-ce que je ressens en relation avec certains comportements, avec certaines choses que je fais, comme par exemple l'activité physique, donc mieux m'approprier mon expérience, mon vécu. Donc, aujourd'hui, c'est de vous partager qu'est-ce que j'étudie. Donc, ça va être une capsule un peu plus intellectuelle où je vais m'appuyer sur la lecture là, de certains passages d'articles que j'ai lus pour synthétiser de l'information. Et c'est sûr que c'est un petit peu différent de d'autres capsules audio, parce que j'ai fait des capsules où je commentais la crise sanitaire. J'ai fait d'autres capsules où je vais faire une séance de bénédiction et de détente. Une autre capsule où je vais faire des entrevues avec des invités. D'autres articles, d'autres capsules, je vais viser à parler de différents sujets. Fait que, vous voyez, je suis assez versatile. Je vise à, à toucher plusieurs choses. Et je m'adresse, bien entendu, aux gens qui ont un cerveau. Et je pars du principe que si vous avez un cerveau, ben, ça se peut que, à un moment donné dans votre vie, ça vous intéresse de comprendre comment le cerveau fonctionne. C'est quoi qui fait en sorte que certains produits chimiques sont sécrétés dans le cerveau plutôt que d'autres. Donc, voilà la raison pour laquelle je fais la capsule d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais lire des informations en lien avec un article que j'ai trouvé très intéressant et qui s'intitule « Les bases en neuropédagogie et neuroéducation ». Donc, vous allez avoir le lien là en bas de l'enregistrement présent là, naturellement. Et comme les différents articles auxquels je vais faire allusion aujourd'hui, c'est sûr que comme à l'habitude, comme je le répète régulièrement, l'important c'est de ne pas croire ce que je dis, mais de vérifier par vous-même ce qui est réel, de faire vos propres recherches. Et c'est sûr que si vous avez envie d'approfondir l'étude du domaine des neurosciences qui est en émergence à l'époque actuelle, eh bien, vous avez beaucoup d'articles et de documentation là, à ce sujet là, sur le web là, qui est disponible aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Donc, je vais commencer à lire en particulier des passages de cet article auquel je fais allusion parce que on présente les concepts de base là, par rapport à la compréhension du cerveau d'une perspective là, neuroscientifique. Donc, je vais débuter. La chimie du cerveau. Le cerveau est un lieu où se produisent de nombreuses réactions chimiques. Celles-ci sont influencées par nos actes comme notre environnement, nourriture, activité physique, etc., qui modifient à leur tour nos émotions, comportements, capacités cognitives et même ce que nous pensons. Donc, j'ai lu un passage de l'article. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant de voir, c'est que l'environnement peut avoir une incidence sur les produits chimiques qui sont sécrétés, sont produits par le cerveau, que ce soit la nourriture, l'activité physique ou autre. Donc, les éléments de l'environnement, mais aussi les comportements qu'on peut avoir. Donc, si on décide de faire de l'activité physique, ça va avoir une incidence sur les produits chimiques sécrétés dans le cerveau, comme par exemple la sécrétion massive d'endorphines en relation avec ça, qui est l'hormone du bonheur. Donc, je vais poursuivre la lecture de l'article.
Les neurotransmetteurs, appelés également neuromédiateurs, sont des produits chimiques synthétisés, créés par le cerveau. Ils sont généralement libérés par les neurones présynaptiques pour agir sur les neurones postsynaptiques. Ils transmettent donc l'influx nerveux, le potentiel d'action entre neurones. Il existe des neurotransmetteurs inhibiteurs ou excitateurs. Donc, les neurotransmetteurs, c'est des produits chimiques qui sont transmis d'une neurone à l'autre. Ils transmettent un signal nerveux par rapport aux différentes neurones là, qui vont constituer le cerveau physique. Puis c'est ça qui va déterminer le potentiel d'action. Puis il y a des neurotransmetteurs, donc il y a certains produits chimiques qui vont inhiber l'action. Puis il y en a d'autres qui vont exciter. Ça dépend lesquels. Donc, je poursuis la lecture. Il est question aussi de définir c'est quoi des hormones dans le texte. Donc, les hormones sont des molécules sécrétées par une glande. Elles sont transportées par le sang ou la lymphe pour agir sur un tissu, une glande ou un organe. Les hormones sécrétées par le neurone sont appelées neurohormones ou neurotransmetteurs. Donc, la particularité des hormones sécrétées par les neurones, c'est qu'on les nomme neurotransmetteurs, alors qu'il peut y avoir d'autres hormones qui sont sécrétées là, dans l'organisme. Donc, c'est la nuance qui peut être faite. À présent, je vais aborder avec vous les 9 produits chimiques qui peuvent être sécrétés par l'organisme humain qui sont intéressants à connaître. Donc, ça, je pense que ça fait quand même partie de la base là, dans le domaine des neurosciences, là, d'être capable de connaître ces éléments-là pour mieux se situer et appréhender le fonctionnement de son cerveau. Donc, je vais débuter la lecture. Tout d'abord, il y a l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. Donc, l'acétylcholine est un neurotransmetteur qui influence la mémoire à long terme, la motivation, l'attention ou encore l'agressivité. Libéré en nombre pendant le sommeil, il est donc très impliqué dans l'apprentissage. Et dans un autre article, l'autre article, c'est l'acétylcholine sur Neuromédia. Il est question qu'une quantité faible d'acétylcholine est associée avec la maladie d'Alzheimer. Donc, autrement dit, c'est l'hormone qui est associée à la capacité de mémoire. Fait que c'est sûr que c'est logique que la personne qui a des problèmes avec la mémoire, qui est atteinte d'Alzheimer, elle ait moins la présence de ce neurotransmetteur en grande quantité dans son organisme. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Ensuite, les questions de l'adrénaline ou épinéphrine. Donc, le mot adrénaline est une marque déposée aussi. Employons-nous le mot scientifique épinéphrine pour la décrire. Parce que c'est sûr que le mot adrénaline, bon, c'est la façon la plus commune là, de décrire dans le fond, ce type de neurotransmetteur dans le vocabulaire commun, mais le terme technique, comme on le voit, c'est l'épinéphrine. Donc, l'épinéphrine est une hormone ou un neurotransmetteur lié au stress, au risque, à l'excitation. Il permet de fournir au corps suffisamment d'énergie pour affronter une situation vécue comme urgente. Il est question aussi dans l'article que la perte ou la séparation engendre une augmentation de l'épinéphrine, qu'accompagne un décroissement de sérotonine et de certaines dopamines. C'est un facteur majeur de dépression. Le contact physique comme la main sur l'épaule permet de rassurer, d'entourer, de faire baisser l'adrénaline, d'augmenter la sérotonine et les dopamines. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est l'impact de certaines actions sur la chimie du cerveau. Donc, ce qu'on peut voir, c'est sûr que quelqu'un qui vit une situation difficile où il y a une menace, la personne peut vivre des sécrétions massives là, d'épinéphrine. Donc, c'est sûr que si la personne se sent menacée par un ours et sur un terrain de camping où il y a quelqu'un qui passe proche d'elle en voiture et elle manque de lui rentrer dedans là, en véhicule automobile, mais peut-être qu'avoir une sécrétion massive d'adrénaline. Puis, c'est sûr que pour diminuer ça, ben, ce qui peut aider, c'est le contact physique avec le toucher qui va amener la sécrétion, entre autres, de l'hormone de l'attachement, la sérotonine,
Non, l'ocytocine, c'est l'hormone d'attachement. On va l'aborder tantôt. On a la sérotonine qui, dans le fond, va apaiser. Ensuite, on a la dopamine, l'hormone du plaisir. Fait que c'est sûr que si la personne avait une situation très stressante, puis elle se fait toucher dans le cadre, par exemple, d'un massage de détente qui va lui apporter du plaisir, ben là, elle peut avoir la sécrétion de dopamine qui va compenser pour la quantité d'adrénaline qui a été relâchée dans l'organisme précédemment, là. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est les actions qui peuvent être faites pour sécréter des hormones qui vont amener un rééquilibrage de l'organisme. Parce que c'est sûr que la personne qui est dans un état d'adrénaline, ben, elle vit un stress, une tension. Fait que là, c'est sûr que ça peut être utile d'amener quelque chose de détente pour contrebalancer. Donc, je vais poursuivre la lecture de l'article. Ensuite, il est question du cortisol comme hormone. Donc, le cortisol, c'est libéré sous l'influence du stress pour procurer de l'énergie, comme l'adrénaline. À dose réduite, elle augmente la consolidation de la mémoire. Donc, je mets une pause ici à la lecture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le cortisol, à un certain niveau, sa présence va favoriser la mémoire. Et là, si je fais le lien, parce que moi, j'aime faire des liens entre plusieurs choses. Je suis quelqu'un qui vise à avoir une compréhension intégrale de la réalité. Donc, si je fais le lien par rapport à mes études que j'ai faites de l'instruction supramentale de Bernard de Montréal, eh bien, il était question dans son instruction que lorsque la personne vibre à l'astral, lorsque la personne a peur, elle va davantage mémoriser. Et c'est sûr que si on fait le lien par rapport à la sécrétion du cortisol, bon, ben, quelqu'un qui a peur, qui vit du stress, va sécréter massivement du cortisol, donc ça va être propice à la mémorisation. Si vous regardez votre vie, il est possible que vous avez eu tendance à mémoriser davantage des informations relatives à des questions de survie par rapport à des éléments qui étaient anxiogènes, plutôt que des éléments qui sont pas chargés à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que si vous sécrétez massivement du cortisol dans une certaine mesure, ça peut favoriser la mémoire. C'est important d'une certaine mesure parce que si la personne vit trop de cortisol puis est tout le temps dans le gros stress puis la grosse tension, elle va vivre des problèmes d'insomnie, ça va affecter son fonctionnement puis elle va vivre le côté obscur du stress et de la tension, c'est-à-dire qu'elle va connaître des effets néfastes associés à ça. Donc, un petit peu de cortisol, c'est bon pour stimuler la mémoire, mais trop de cortisol, trop de stress vécu, donc en lien avec l'hormone, trop de tension, ben c'est délétère, c'est nuisible pour l'organisme, puis ça nuit à la concentration. Donc, quelqu'un qui vit un trouble anxieux ou qui vit une situation de stress post-traumatique, la personne n'est pas autant disponible à l'apprentissage. Quelqu'un qui vit un peu de stress, là. Il y a une grande différence entre les deux, là. Donc, par rapport au cortisol, ce qui est question, c'est que ça a un effet positif sur la récupération des données conservées par la mémoire émotionnelle. Il est question aussi par rapport au cortisol que la solitude augmente considérablement le taux de cortisol, selon une étude qui est citée là, dans l'article que je vous lis. Donc, autrement dit, serait-il possible que les gens seuls sont plus stressés? Parce que l'hormone du cortisol, c'est celle du stress. Eh bien, c'est sûr que l'hypothèse que je peux faire par rapport à ça, quelqu'un qui vit seul, ben là, on l'a pas encore abordé, là, mais la personne a moins la possibilité d'être en contact avec d'autres personnes sur le plan physique. Donc, à travers le toucher, il y a la libération de l'hormone de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui est pas là. Fait que c'est sûr que l'organisme, peut-être qu'il va plus sécréter du cortisol. Fait que la solution pour réduire la sécrétion de cortisol, si la personne est seule, ben dans certains cas, ça peut être de se procurer un animal de compagnie, comme par exemple un chat, un chien. Donc, un animal que la personne va pouvoir prendre dans ses bras, établir un contact avec lui, dans la perspective de sécréter davantage de l'hormone là, de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, donc à ce moment-là, qui est lié au toucher. Donc, pour contrebalancer, parce que c'est sûr, quelqu'un qui vit puis qui carbure au cortisol, ben c'est le gros stress.
Donc, c'est sûr que moi-même, si je pense à ma vie, parce que habituellement, là, je vois ma compagne là, durant les fins de semaine, dans le fond, on vit pas à la même résidence, mais on se voit la fin de semaine. Donc, sur semaine, ben souvent, je vais passer du temps chez moi. Ben, je vis seul, essentiellement. Mais j'ai un animal de compagnie, j'ai un chat, et je vais le prendre dans mes bras. Donc, à ce moment-là, ben, ça me fait du bien. Donc, c'est bon pour ma chimie de mon cerveau. Ça me permet de m'équilibrer. Donc, surtout dans les temps présents où si je passe ma journée à regarder des vidéos de qu'est-ce qui se passe sur le web là, en lien avec la crise actuelle dans laquelle je suis plongé au moment où je fais cet enregistrement, c'est sûr que c'est très anxiogène et propice à la sécrétion de l'hormone du stress, soit du cortisol. Donc, je vais poursuivre avec la prochaine hormone, la dopamine. Donc, la dopamine est le neurotransmetteur du bonheur. Lorsque nous synthétisons d'importantes quantités de dopamine, nous sommes davantage positifs. La dopamine est également impliquée dans le mouvement. D'ailleurs, la maladie de Parkinson se caractérise par une déficience de ce neurotransmetteur. Donc, la personne n'a pas assez de dopamine qui est sécrétée dans le cerveau, ce qui fait qu'elle va être atteinte de Parkinson. Donc, ça revient à dire ça. Il est indiqué aussi que de même, la réflexion et la mémoire de travail, mémoire à court terme, se nourrissent de dopamine synthétisée à partir de protéines. Donc, on voit que la dopamine est favorable à la mémoire. C'est sûr que la dopamine est associée au bonheur, donc au plaisir aussi. C'est sûr que quand on étudie quelque chose qu'on aime, il y a des chances qu'on en retienne davantage qu'on étudie. Donc, en plus de la peur qui peut favoriser l'apprentissage en lien avec le cortisol, ben il y a aussi le plaisir qu'on peut en tirer. Donc, quelque chose qui nous accorde du plaisir, ben notre attention est plus centrée là-dessus. Donc, dans l'article, il est question que selon France Leslie, la dopamine est activée par la prise de risque, le sexe et les drogues, entre autres. La dopamine donne enfin envie de faire et d'expérimenter. Donc, le dopamine, c'est un principe, lorsqu'elle est sécrétée, ça amène à passer à l'action pour connaître du plaisir. Il est question que la caféine ou le chocolat sont deux substances légales qui influencent la synthétisation de dopamine. Le sport favorise aussi la fabrication de dopamine. C'est sûr qu'en lien avec ça, je peux penser à l'activité physique que je vais faire. Dans mon cas, je vais faire de la course quand même assez rapide. Là, je vais faire, en fait, c'est sur un appareil, là, un tapis roulant, où ce que je vais faire du jogging. Et c'est sûr que, dans le fond, ça va amener la sécrétion d'endorphine, l'hormone que je vais aborder tantôt, mais aussi la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, qui va donner le goût de réexpérimenter le buzz hormonal qui est généré au moment où on fait une activité physique d'une certaine intensité, qui va amener la sécrétion d'hormones massivement dans le corps et qui va avoir un impact sur la chimie de notre cerveau et engendrer un état qui est agréable. Donc, ça m'amène à vous parler maintenant des endorphines. Donc, l'endorphine est une opiacée naturelle produite par la glande pituitaire qui agit comme un antidouleur. Les sportifs libèrent des endorphines, ce qui leur permet de maintenir des efforts importants. Donc, la quantité d'endorphines continue à être très élevée 45 minutes après un effort physique de 30 minutes environ. Étudier après un effort physique modéré. On doit être capable de parler pendant l'effort est donc une très bonne idée pour associer études et plaisirs comme pour stimuler les capacités cognitives. Ça, c'est le conseil qu'on nous donne dans l'article. Donc, c'est sûr que c'est un conseil qui est pas bête parce que quand on s'entraîne avec une certaine intensité, il y a une stimulation énergétique qui est faite dans notre corps biologique. Et comme on vit de par la sécrétion massive d'endorphines dans le cerveau, un état chimique qui nous amène à connaître un état de bonheur, ben on peut faire l'association mentale entre études et bonheur. Donc, faire le lien entre les deux. Donc, comme conditionnement, association mentale, plutôt qu'associer études et état de déplaisir, ben là, on se conditionne de manière à favoriser la réussite scolaire. Donc, c'est quand même intéressant, la petite stratégie qui parle. C'est sûr que la sécrétion d'endorphine va stimuler l'organisme.
Donc, il est question par la suite que certaines stimulations tactiles de la peau envoient des messages au cerveau qui stimulent la production d'endorphines et de cytocine. Encore une fois, il est important de toucher l'autre. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, de recevoir, par exemple, ou de donner un massage, ça peut être une façon de favoriser la sécrétion d'endorphines et aussi l'autre hormone, c'est-à-dire le cytocine, l'hormone de l'attachement. Ensuite, il est question du GABA. Donc, c'est l'acronyme d'acide gamma-aminobutyrique, qui est un neurotransmetteur. Donc, le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur synthétisé à partir du glutamate. Être capté par la lecture d'un livre au point d'en oublier tout le reste, c'est en partie dû à la synthétisation du GABA. Donc, quand j'ai lu ça, ça me fait penser beaucoup à l'expérience de flow, où la personne, sur le plan psychologique, va perdre la notion de l'espace et du temps pendant qu'elle fait quelque chose, parce que sa conscience est totalement absorbée par ce qu'elle fait. Par la suite, les questions de la mélatonine comme hormone. Il est dit que la sécrétion de mélatonine, appelée hormone du sommeil, est liée à l'intensité de la lumière naturelle. Donc, il est conseillé de s'exposer davantage à la lumière naturelle en journée, d'éviter les déos et de diminuer les sources de lumière en soirée pour envoyer au cerveau le signal que la nuit approche. Donc, ça me faisait penser un petit peu au fait qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des problèmes de sommeil, puis là, ils vont prendre de la mélatonine. Ou sinon, par rapport à la mélatonine, c'est sûr que avant de se coucher, idéalement, c'est de diminuer les sources de lumière. Donc, éviter, par exemple, les sources de lumière là, par rapport à un écran d'ordinateur qui va projeter de l'écran bleu. Même chose pour un téléphone intelligent, un smartphone, comme diraient les Français. Et c'est sûr que dans mon cas, par exemple, si j'écoute un film à la noirceur, j'ai observé à plusieurs reprises du cinéma, lorsque dans le passé, j'allais au cinéma voir un film. Eh bien, comme le film était projeté sur un écran dans le noir, eh bien, ça m'amenait souvent à me sentir dans un état d'endormissement léger à la sortie du cinéma, parce que le fait d'être exposé à une grande noirceur favorisait la sécrétion dans mon cerveau de la mélatonine. Donc, c'est de comprendre ce phénomène-là qui me permet de mieux cerner mon vécu et de savoir quelle est l'hormone qui est en relation avec mon expérience. Donc, comprendre la mécanique qui est derrière l'expérience. Donc, par la suite, je vais continuer à faire la lecture. Bon, il est question qu'une alimentation à la base de noix et de noisettes améliorait la synthétisation de mélatonine. Donc, peut-être que de manger des noix, pour les gens qui ont une alimentation plutôt végétarienne, ça peut être propice à ça. Ensuite, les questions de l'ocytocine, donc l'hormone. L'ocytocine est une hormone présente en plus grande quantité chez les femmes que chez les hommes. Sa production est augmentée lors du rapport sexuel, de la grossesse et de relations sociales. Et c'est sûr que le lien qu'on peut faire par rapport à l'ocytocine, c'est que tout ce qui touche à l'attachement, c'est en relation avec ça. Donc, c'est sûr que si on pense, par exemple, l'attachement d'une mère par rapport à son enfant, qu'elle va toucher régulièrement, qu'elle va prendre dans ses bras, surtout si c'est un nouveau-né qu'elle va allaiter, bon, ça, c'en est une belle illustration d'un contact humain qui favorise la sécrétion de l'hormone de l'ocytocine dans le cerveau. Et c'est sûr qu'un contexte, par exemple, de crise qui fait en sorte que des mesures sanitaires sont mises en place et que les gens doivent éviter de se toucher pour des raisons de contamination évidentes, eh bien, à ce moment-là, cette crise qui amène les gens à prendre une distanciation sociale, une distanciation physique des autres, eh bien, cette crise-là n'est pas propice à la sécrétion d'ocytocine dans le cerveau des individus en tant qu'hormone, parce que cette hormone-là va être sécrétée lors des contacts humains. Donc, lorsque la personne a une activité sexuelle, ça peut être un massage, tout ce qui implique du toucher corporel. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Sinon, on va aborder la sérotonine, un neurotransmetteur qui est aussi un neuromodulateur. Donc, c'est sûr que moi, ce que je pourrais dire, grosso modo, de la sérotonine, c'est que c'est l'hormone du bonheur.
Donc, la sérotonine est un neuromodulateur aux effets multiples. C'est sûr que la personne qui vit pas du bonheur, ben, elle peut vivre un état de frustration, d'irritabilité. D'ailleurs, il est question que dans l'article, la colère est en partie liée à un niveau bas de sérotonine. Les facteurs qui font baisser le niveau de sérotonine, la séparation, la perte, le manque de relations sociales, l'absence de contact physique, les pensées négatives. Donc, il est question aussi dans l'article des facteurs qui font augmenter le niveau de sérotonine, les relations sociales, les contacts physiques, la passion amoureuse, les pensées positives, le sport, l'alimentation, légumes crus, l'hydrate de carbone, bananes brunes, viande blanche. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut faire le lien entre la production de certains neurotransmetteurs dans le cerveau qui ont une incidence par la sécrétion de certains produits chimiques sur notre état d'être et l'alimentation. Donc, il y a certains éléments qui favorisent la sécrétion de certains produits chimiques dans le cerveau. Donc, une relation entre les deux. Et c'est sûr que pour ce qui est de la sérotonine, l'hormone du bonheur, ben, c'est quoi qui est le contraire? Ben, c'est le malheur. Dans un sens, tu sais, quelqu'un qui vit une séparation, comme je le disais tantôt, le manque de relations sociales. Donc, autrement dit, l'isolement, quelque part, la personne n'est pas bien, ben, c'est sûr que ça va à l'encontre de ça. Donc, on a abordé depuis tantôt plusieurs types de neurotransmetteurs qui ont un impact sur le cerveau. C'est sûr que c'est intéressant de les étudier pour comprendre la mécanique qui est derrière la production de certains produits chimiques en relation avec des états d'être qu'on peut connaître dans notre vie. Et par rapport aux différents types, dans le fond, de neurotransmetteurs, j'ai lu la lecture d'un autre article où je trouvais qu'il y avait une très belle synthèse qui était faite par rapport à ces éléments. Et dans l'optique d'intégrer plus amplement l'information et de la mémoriser, pour que par la suite, lorsque quelqu'un va faire référence à l'hormone de la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, etc., je sois capable de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de garder ça en mémoire parce que c'est quand même des concepts de base là en matière de neuropsychologie à s'approprier. Donc, pour quelqu'un qui a de l'intérêt à étudier les neurosciences, naturellement, eh bien, je vais vous présenter là. Je vais revenir sur certains éléments qui ont été abordés, mais l'information, je la trouve tellement bien synthétisée que dans l'optique d'intégrer plus profondément quelles sont les fonctions des différents neurotransmetteurs, ben, je vais aborder ces éléments-là de l'article qui s'intitule « 6 façons de stimuler les hormones du bien-être ». Ça vient de la presse.ca. Donc, ce qui est dit, c'est que la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur. Dopamine, hormone du plaisir. Endorphine, hormone du bonheur. Ocytocine, hormone de la tendresse. J'aurais le goût de dire l'hormone de l'attachement. C'est la façon, je pense, la plus simple que je peux la mémoriser. Cortisol, hormone du stress. Adrénaline, comme on l'a vu tantôt, c'est marqué hormone de la guerre. Donc, ou hormone du combat face à une menace. Quelqu'un qui réagit, il se fait attaquer par quelqu'un d'autre. Sous le coup d'adrénaline, il va se mettre à combattre. Donc, il y a différentes choses comme ça qui peuvent arriver en lien avec cette hormone-là. Donc, ça, c'est le petit résumé qui récapitule certaines informations par rapport aux hormones d'une manière synthétique en vue d'approfondir l'intégration. Ensuite, je vais y aller avec d'autres considérations par rapport aux neurotransmetteurs, donc neurotransmetteurs et conditionnement. En fait, parce que j'ai lu plusieurs articles là, pour approfondir ma compréhension des différents types de neurotransmetteurs et j'en viens à la conclusion que l'individu peut avoir des comportements qui ont de l'impact sur la sécrétion de neurotransmetteurs par le cerveau. Par exemple, quelqu'un peut s'entraîner physiquement et cela pour impacter la sécrétion massive d'endorphines. Ces dernières vont avoir des impacts sur l'état de bonheur qu'il va connaître et ensuite cela peut le conditionner à avoir certains comportements pour retrouver cette sensation. Par exemple, la personne va chercher à s'entraîner de nouveau physiquement pour retrouver de nouveau l'état de bien-être relatif à la sécrétion d'endorphines. Donc, c'est sûr que le fait qu'on est addict, qu'on devient attaché à l'état d'être qui est généré par rapport à certaines activités qui produisent certains produits chimiques dans le cerveau, nous amène à reproduire certaines actions. Et moi-même, je n'y échappe pas et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je fais du jogging régulièrement parce que ça m'amène à sécréter massivement des endorphines. Je connais l'état
les endorphines dans mon organisme qui sont relâchées là, massivement là, à travers l'activité intensive de jogging là, pendant plusieurs minutes. Et ça me donne un état de bonheur. Et par la suite, je veux retrouver cet état-là, donc je me remets à faire du jogging, et ainsi de suite. Il y a une roue là, derrière ça, il y a un attachement là. Donc, je vous remercie comme à l'habitude là, de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.